Que vous dire? Bon, on va démarrer le diaporama des vacances. Il manque des photos de Non, on s'est rencontrés il y a plus de 15 ou 16 ans, grâce au biais des festivals, donc ça sert à ça aussi. Nous avons beaucoup parlé les premiers soirs, et donc ça a donné lieu à une collaboration qui a été déjà quasi pour une petite boîte d'édition qui s'appelait Charrette, ça a eu un énorme succès. On n'en est pas à cette image-là. Familial. Cette rencontre donc en 98 à Beauvais, dans une soirée d'Alida, si mes souvenirs sont exacts. Et ça a été un coup de foudre. Ouais, il y avait François Hérold, oui, il y avait Nicolas Dumontreuil et Jean-Denis Pendant, qui a préféré prendre la barque que de venir nous écouter. Et donc tout de suite, ce festival est organisé par l'éditeur des futures éditions Charrette, et qui voulait absolument nous marier. Et du coup, on s'est laissé faire pour ces petits albums de 12 pages chacun, c'est des demi-pages, dont Pascal a fait le scénario. Tu voulais en faire un film, je crois, non? Non, c'est des souvenirs d'enfants sur... c'est un hommage aux histoires de l'oncle Paul, dessiné par tous les auteurs de Spirou, mais que j'avais fait en tout petit. Donc c'était l'histoire d'un gamin qui était trop intellectuel pour les autres, et qui devenait un peu le souffre-douleur. Et très pénible surtout. Oui. Enfin, toute ma vie, quoi. Et donc il y a eu ces deux collaborations. On s'est retrouvé au Festival d'Antibes, où il y avait un atelier lithographique. Et on s'est mis à travailler tous les deux sur une pierre, sur le même dessin. Et après, c'est resté un peu en fantôme, où David revenait souvent en me disant, bon... C'était bien, hein? C'était bien, non? Oui, enfin c'était un moment où on a vu que le dessin pouvait se marier. Enfin, se répondre. Il y avait un ping-pong graphique qui m'a semblé évident. Mais pas à toi. Pas tout de suite, en tout cas. Excuse-moi d'avoir un vrai travail. Ouais. Des albums à faire aussi, tout seul. Et ouais. donc, il y a eu la collaboration d'Amari en plastique. Sébastien, s'il te plaît. Ça y est. Ah, merde. Et puis voilà, quoi. Alors là, tu voulais en faire un film, peut-être? Ça, oui, ça avait été écrit pour un film. Et puis, on est parti faire un reportage pour La Lunette. Ah oui, c'est important. Une revue de reportage? Non, excuse-moi, mais c'est l'ancêtre de 21, sans les moyens et sans les reporters. Mais avec deux dessinateurs envoyés sur la Loire. Nous avons fait 8 jours. la fête du boudin. Non, de la grenouille, de la fête de la cuisse de grenouille aussi. Mais la fête du boudin aussi. Oui, aussi. Dans l'ordre, on vivait de notre pêche. Donc on vivait mal. On a fait ce reportage pour La Lunette. C'était une série de dessins. Chacun faisait notre vision. On était tous les deux ensemble à manger soit du boudin, soit de l'anguille, ça dépendait des fêtes. Et de temps en temps, notre pêche, très très peu. 8 poissons en 8 jours. Ouais. Oui, comme ça. Et qui a donné ce deuxième reportage, enfin cette deuxième collaboration. Après, arrivait la Marie, où en effet, pendant le reportage, je lui ai parlé d'un scénario. Alors, j'avais proposé juste avant quand même... Le linge sale. Les yeux dans le bouillon. Les yeux dans le bouillon, Mais tu n'avais pas dégainé assez vite. Donc, c'est quelqu'un qui s'y est collé. c'est vrai. Et je lui ai dit, tiens, j'ai 2 scénarios que j'ai écrits pour le cinéma et qui a priori ne nous intéressent pas. Je te donne les clés, après tu prends la voiture ou pas, quoi. Et donc, t'as vu. Et puis, David est parti sur l'adaptation, en sachant que je lui filais un scénario qui était prévu pour l'audiovisuel, dans lequel je le laissais se débatouiller en fait avec le découpage et même des coups.
Après, je suis revenu un petit peu quand il y avait des problèmes d'enchaînement, mais ça a été comme ça que s'est fait en fait, la grosse collaboration, la grosse première collaboration. Oui, ce qu'on peut appeler une collaboration. On a vraiment fini l'album ensemble, à un moment, au moment du découpage. Et donc il était parti. Cet album n'avait pas de pagination, puisque c'était un scénario de film avec des indications intérieures, jour, nuit, enfin, des choses comme ça. Et toute la première partie consiste en un repas de famille, essentiellement autour d'une communion. Je l'ai surdéveloppé, un peu, je fais durer le repas un peu plus que de raison. Et du coup, toute cette description des rites familiaux a constitué le premier album du diptyque. Jusqu'au moment où... est-ce qu'on raconte l'histoire un petit peu? Pas du tout. Ça me pleure. On a donc une famille française qui vit sous le même toit. Ma grand-mère et mon grand-père. Voilà. Ma grand-mère était bonne de curé, mon grand-père était communiste et ils ont divorcé très tôt. Ils ont même lancé le processus, c'est devenu une mode. Mais je suis parti en fait de cette histoire familiale où ils n'arrêtaient pas de se chicorer un peu la tronche. Et l'histoire, c'était un miracle vécu, enfin une vierge en plastique ramenée de Lourdes qui se mettait à pleurer du sang. Et comment et comment un miracle se transformait en bâton merdeux, si je puis me permettre l'expression. Et donc c'est des chamboulements à l'intérieur d'une famille avec à la fois, c'était aussi et surtout une histoire sur la fin des idéologies et des religions, où à la fois le marxisme et le catholicisme étaient plus dans la même poubelle. Voilà. C'était une autre époque. Voilà. Mais ils se servent des symboles, donc elle, la grand-mère revient de Lourdes avec une petite statuette en plastique et la pose sur la télé. Je pense qu'on a vu l'image tout à l'heure, en geste provocateur. Et à partir de là, le grand-père offusqué dégaine son portrait de Lénine, derrière la statuette et sur la statuette une perle qui soin un liquide rouge. Miracle, on verra. Dans le tome 2, qui est parmi les choses de faire de ce poème. Et donc, j'ai voulu faire quoi? Un album en couleur directe, et pas du tout, à la fin. Voilà, c'était ça, les couleurs directes. Toutes les petites cerises là sont faites à la main. Et ça m'a semblé horrible. Parce que tout le premier album se passe autour de la cuisine. Et Photoshop existait, donc j'ai eu la subtile idée de l'utiliser et de virer toutes les petites cerises. Voilà. Par contre, j'ai dû refaire les pages. Voilà, j'ai nettoyé sur Photoshop ces pages-là, en remplaçant les traits comme ça, en aplat de couleurs, effaçant les cerises à la souris. Et le trait, ouais, c'était très bien. Voilà pour la cuisine. Non, enfin, le fait est que c'est vrai que j'ai laissé David se réapproprier le scénario. C'est aussi comme ça que ça me permet de lire aussi les histoires que j'écris. Mais on s'est retrouvés, parce que le scénario avait été écrit en 2001-2002, et l'adaptation s'est faite en 2005-2006. Il y avait eu des chamboulements un peu social et autres. Et quand on est arrivé à la conclusion de l'album, j'avais fait une espèce de pirouette, qui était un truc scénaristique, qui pour moi avait un peu de puissance, mais qui était un peu dépassé. C'est que la Vierge en plastique était... Ça se passe comme ça aussi. Chez les cathos, c'est-à-dire quand il y a un miracle, ils ne le vivent pas superbement bien. Ils préfèrent quand même une espèce de croyance qui est basée sur un bon vouloir, sur des preuves vraies ou fausses.
Et du coup, quand il y a un Saint-Suaire qui apparaît n'importe où, des stigmates qui apparaissent dans des sculptures, dans des t-shirts, dans des sculptures en plastique, le Vatican essaie de récupérer ces objets pour les analyser et pour voir si c'est des preuves avérées ou non de la présence de Dieu. Généralement, ils font ça dans des caisses, et puis c'est un peu l'arche perdue, c'est-à-dire tout ça dans des caisses, et puis ils attendent qu'on oublie un peu ces objets qui sont plus emmerdants qu'autre chose. Et donc dans l'histoire, quand j'ai donné le scénario à David, la fin de l'histoire, la Vierge, les envoyés du Vatican venaient ramasser la Vierge, et puis tout rentrait plus ou moins dans un certain ordre normal. Et les dernières images, c'était le vieux qui sortait de l'hôpital, en voulant jeter la Vierge, il était tombé sur la machine à laver la vaisselle qui était ouverte. Il avait été hospitalisé avec une partie découverte. Et donc, il sortait de l'hôpital. Depuis, je range les couteaux toujours pointant bas dans la vaisselle. Une expérience qui aura servi à quelque chose. Et voilà. Et la fin de l'album, c'était le vieux qui est tétanisé devant son portrait de Lénine qui se mettait à pleurer à nouveau du sang. Et David, arrivant sur ces pages-là, me dit j'ai l'impression que c'est une fin qui est un peu trop, pas classique, mais presque entendue. On est sur quelque chose qui vire en boucle. Et j'ai trouvé, enfin, ce qu'il m'a dit, je me suis dit, il a raison, parce que c'est pas trop facile de finir là-dessus. C'est bien réfléchir de chiche en disant est-ce qu'il faut finir sur un Lénine? Moi j'étais parti sur un Lénine qui apparaissait dans les nuages dans le ciel et autres. Et puis on s'est dit non, en fait, il faut passer le jalon. Et du coup c'est un Ronald qui se met à pleurer le sang. Et c'est vrai que ça nous a évité de tomber dans ce que j'avais prévu. Merci. Plaisir, toujours là. Le Ronald, c'est aussi une manière de sortir, sortir de cette famille, surtout. Effectivement, comme tu dis, de passer le bâton. On s'est aperçu qu'il y avait plus de gens qui allaient au McDo qu'à l'église. Et puis comme il y a aussi l'écho que ce miracle provoque dans le village, les relations avec la famille et les gens du village sont perturbés. Surtout, cette famille veut garder le secret. Il ne veut pas que ça se dévoile, il ne faut pas que ça se sache. Alors on voit que chez McDo, les publicitaires ont fait leur œuvre parce qu'ils l'apprennent en fait à la télévision. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui, je crois que c'est ça. Enfin, toujours est-il que ça a été la grosse collaboration, la grosse adaptation. Alors, juste un truc, c'était quand même surtout aussi l'occasion de reparler du lieu d'origine aussi, la Touraine, toutes ces choses-là, quoi. La Loire, elle est en filigrane, mais on peut deviner éventuellement la centrale de Chinon. La Voile. Et il a pris le Super U de l'île Bouchard, je crois. Non, mais ça avait aussi avec ce projet qu'on s'est aperçu qu'on avait plus que des points communs, des convergences de vues, qui s'appelle un strabisme, je crois, chez les ophtalmos, mais qu'on avait le même, c'est pas amour, c'est la même joie non pas dans les centres commerciaux, mais dans les zones artisanales, qu'il y avait la même innocence face aux ronds-points, face aux zones un peu déclassées, ou un peu à côté, quoi. C'est vrai que moi, toutes ces zones-là, c'est un peu mon Amérique à moi. Et en ayant le même terreau qu'était la Loire, qui était la Touraine, on avait aussi une même façon de regarder les gens à hauteur d'homme, si je veux dire, et la même envie. Alors après, les curseurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que David a quelque chose de regarder les gens avec un petit peu plus de fraîcheur. Moi, je suis un petit peu plus, pas cynique, mais un peu plus amusé. Donc on essaie de faire, on a essayé sur ce projet de faire une espèce de vision circulaire, qu'on soit tous les deux un auteur complet, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était plus ton récit que le mien, mais en fait, on a réussi à se remélanger là-dedans. Je dirais qu'on a un amour pour les
toute l'esthétique comme ça de ces choses qu'on laisse souvent de côté quand on prend des photos de paysages, par exemple les panneaux ou les voitures qui passent dans le champ, on attend en général que la voiture soit passée pour prendre la photo. On a un goût pour ces choses qui sont volées, attrapées, qui sont pas prévues pour être dans le beau cadre, pour habiller le cadre, mais qui sont des choses architecturales aussi, qui structurent une image et qui forment des points de couleur. Voilà. Enfin, toutes ces choses-là, je trouve que c'est une. Je crois qu'on a un goût commun pour ces petits détails qui sont délaissés. Et dans cet album, on peut dire qu'on a travaillé chirurgicalement, cliniquement plutôt, en enlevant toutes les ombres. Vous regardez la famille à nu, vraiment comme un éclairage de salle d'opération. Donc c'est assez angoissant au fond. Voilà le retour par contre de l'ombre absolue. Voilà, je vais laisser dans les projets. Oui, d'accord. Voilà le casting de ce projet. 6 dessinateurs, enfin auteurs, où il s'agissait de nous confronter à nos anciens collègues, Étienne. Comment ça s'est passé? Ça a commencé dans ces années de la marine en plastique. Il me semble que les premières visites remontent à peu près, c'est en 2006 pour ma part. Et ce projet, ces visites de grottes ont posé une question fondamentale, c'est la place du dessin, avant toute chose, avant la vision des animaux, de tous les signes qui sont représentés, et des visites même elles-mêmes au cœur de la terre. Donc on s'est promené pendant... on a fait quelques visites, je crois une dizaine de grottes, en essayant à chaque fois de dessiner sur place, de choper des croquis, des impressions, des sensations, et puis en laissant ensuite à chacun la part d'interprétation de son ressenti. C'est juste une visite émotive, émotionnelle et de conversation de traits croisés les uns avec les autres. Donc après tout le livre est bâti comme ça, comme un réseau de tressage entre les dessins des uns et des autres. Et il est conçu comme, on va dire, comme une caverne, avec des couloirs, des grandes salles et des cul-de-sac aussi. Mais ça a été un vrai un bouillonnement. Il me semble que oui, un bouillonnement majeur, enfin un bouleversement aussi majeur dans la manière d'appréhender le dessin, pour ma part. Certains étaient moins concentrés que d'autres, car certains travaillaient sur des films pendant ce temps-là. Mais il a, par exemple, il a quand même réussi, Pascal, je ne sais pas si on va voir tes images là, mais en étant dilettante, je vous le promets, à trouver un truc absolument judicieux qui résume à peu près toutes les questions. Voilà, c'est ça son travail. C'est-à-dire, tu vas nous en parler? Ou la vie d'une même personne à des périodes différentes. Tiens, un des rares à avoir refait de la bande dessinée finalement dans ce livre. Parce que c'est souvent une suite. Non, c'est pas vrai. Le projet, c'était des conneries. C'était David qui était à l'initiative de ce projet pour retourner aux sources. Donc, il avait fait un peu le tour de des amis proches, enfin de l'ami Bétroux, qui était quand même en Beaux-Arts avec toi. Puis il avait pris un peu il a demandé à des collègues quand même assez proches, tu avais bossé avec Étienne, qui connaissait bien Marc-Antoine, Guibert aussi. Non, Guibert, je ne connaissais pas. Mais en fait, il a parlé de ce projet à quelques personnes qui ont répondu à l'appel pour retourner un peu aux sources du dessin et voir un peu ce qu'il y avait comme ce qu'on pouvait trouver dans
dans l'écriture des grands anciens. Et après, chacun s'est posé ses propres questions. Moi, c'est vrai que j'étais plus attiré par les croisements de dessins. Donc, je pense que c'était une association avec l'amour que j'ai pour l'expressionnisme allemand, et notamment les dessins de Brooks, où en effet, il y avait des superpositions de dessins en 2D qui se chevauchaient, qui racontaient un peu la même histoire. Donc, sur ce projet, c'est vrai que ça m'a touché. Je me suis dit, tiens, on a rencontré quand même des scientifiques qui nous ont parlé des grottes, en nous disant que actuellement ils n'étaient pas en mesure de donner un âge au dessin, et ils nous ont surtout dit qu'il y avait sûrement plusieurs couches et qu'il y avait des dessins qui s'étaient faits peut-être avec 5000 années de différence, peut-être 10. Sur une même surface. Sur une même surface. Et du coup, j'ai essayé de bosser sur cette problématique en me disant, est-ce que je peux faire une BD en racontant 3 histoires en même temps, qui n'en forment peut-être qu'une. Et du coup, j'ai fait ça en couches, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui regarde sa télé avec les codes que j'avais, enfin, que je n'avais pas pris de l'époque, mais sur lesquels j'avais greffé un peu les codes de la bande dessinée, en disant que j'allais prendre à la fois du graphisme, de cette épure, de ce trait qui bave un peu, et de cette barbe qu'on obtient quand on fait de l'eau forte, mais cette espèce de trait qui résiste aussi qui se fait avec le matériau et qui joue avec les reliefs, qui joue avec et qui joue contre. Et du coup, j'ai voulu essayer de raconter une histoire dont je n'ai même pas eu les tenants ni les aboutissants. Je me suis dit que j'allais faire peut-être le même, c'est peut-être l'histoire d'un même individu avec un rêve, peut-être autre chose, et du coup j'ai traité de traits de différentes couleurs pour justement dissocier non pas les époques mais les surfaces. Quand on travaille sur un tel sujet, on se rend compte que la mémoire des traces est vraiment un problème de mémoire. Excusez-moi. Non, il faut que j'arrête de regarder les dessins. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est une aventure collective et que chacun a forcément, lors des visites de ces grottes, des questions qui lui sont personnelles, parce qu'il y a à boire et à manger, il y a des quantités de choses à regarder à l'intérieur de ces grottes ornées. Et on a, avec un tel sujet, la seule, même les plus éminents scientifiques, n'ont que la capacité de réfléchir sur des lambeaux, sur des soupçons de traces, des suppositions, et on est parti de cette observation, et on l'a affirmée pour se laisser aller à notre imagination et à notre part sensible, sans aucune volonté dogmatique ou d'éclaircissement finalement de la chose. C'est juste comment un dessinateur ressent le trait d'un autre dessinateur, même si 20 000 ans nous séparent, mais à la fois, la question se pose aussi des 50 cm qui séparent notre groupe, les membres de notre groupe quand on est dans le même lieu. Et ce qui avait beaucoup intéressé les guides qui nous faisaient visiter les grottes, c'était que justement quand on faisait des relevés, non pas techniques parce qu'on ne sait pas faire, mais des croquis, on va dire, des peintures, on était une batterie là comme ça de 6 poulets en train de dessiner, et chacun sortait quelque chose de différent, évidemment. Et donc cette variété-là, ça mettait en valeur, en fait, en exergue toute la problématique du ressenti. Donc en fait, il y en a plein qui... On savait qu'on voulait partir ensemble, non pas en vacances, mais sur un projet commun. On ne savait pas où on allait partir, on savait encore moins où on allait arriver. Et c'était un peu cette quête, c'est-à-dire qu'on parlait de terreau commun, et je crois qu'il y avait même un terreau dans la recherche, où une envie commune non pas de casser ce qu'on avait fait précédemment, mais de ne pas traîner notre travail comme un boulet, d'essayer d'aller rebondir un peu sur d'autres territoires, d'autres terrains. Donc
la période rupestre, enfin cette expérience-là, c'était aussi un voyage à rebours, c'est-à-dire retourner aux sources du dessin, essayer d'enlever justement tout ce qui était lumière, de retourner en 2D, pas jouer sur un semblant de volume. On l'avait fait chacun, toi sur les Nilons, sur un travail plus classique, moi sur les Ibicus, et après c'était essayer d'expérimenter, encore une fois, une technique de dessin, certes, mais une technique de narration, de travail, voir un peu comment la surprise pouvait venir en dessinant et de se dire qu'à deux, la surprise, si elle n'est pas de soi, pouvait venir aussi de l'autre. Donc, sur ce projet, on est parti en essayant d'avoir, je pense qu'on a un peu les mêmes tares, c'est-à-dire que pour croire à une histoire, il faut qu'on l'inscrive dans un terroir et dans un lieu, et une fois qu'on a ce lieu, on peut commencer à incarner les personnages, quoi. Et donc on avait fait un plan de ville avec jardin ouvrier, terrain de foot, cimetière, enfin, on va faire les trois buts de la vie, quoi, le foot, la bouffe et les cimetières, c'est très très beau. Et puis ben, on a commencé à mettre une voie ferrée, et puis un quai, une plage, et puis là on s'est dit tout terrain miné, si on commence à foutre les pieds sur la plage, on va pas remettre les pieds sur le bitume, on ira encore moins au jardin. Et puis on s'est fait absorber en fait par les repérages. On est parti à la mer. Donc, c'est quoi? Des cigales. Ah pardon. Allez, on a pas le son. Et on est parti donc à faire un repérage à Cancale. Moi j'étais en train de faire pas à Cancale, à Balavas-les-Faux. Non, à Cancale, j'étais en 2 semaines. Oui, et donc je faisais la présentation de mon dernier film, et donc comme j'étais dans le camp, on a profité pour aller à Palavas. Pendant les conférences, il y avait une promenade en bateau aussi. Oui, là c'est pareil. Je présentais mon film pendant une balade en bateau, il y avait personne. C'est une constante dans ma vie. Les balades en bateau, c'est mon premier concurrent. Et on a été se balader à Palavas, on a pris, ça a été une orgie de couleurs, une orgie de formes, de corps, de toutes sortes, de toutes formes, de toutes tailles, de tout âge. Et on s'est dit, mais faut raconter ça, faut peut-être essayer de se laisser aller à se nourrir en fait, de tout ce qu'on voyait, c'est-à-dire des serviettes magnifiques, des transats formidables avec articulation plus ou moins mobile, les activités, les piscines qui sont collées à la mer, enfin, le fameux toboggan que j'ai vécu moi-même. Et enfin, on avait envie de parler de tout ce qu'on voyait dans nos repérages et de se dire qu'il fallait qu'on mette presque notre imagination en sommeil pour retranscrire cette réalité et la poésie de ces lieux, de ces gens, avec cruauté aussi, parce que on est cruel, on n'est pas cynique, mais quelque chose d'à la fois touchant, puis il y a quand même quelque chose de ridicule. On n'avait pas envie de gommer l'un pour mettre en avant l'autre. Il fallait construire dans cette espèce d'équilibre et de déséquilibre, c'est selon. Et donc on a commencé comme ça à faire les repérages. Alors je parle de ça parce que c'est vrai que moi pendant un moment j'ai fait plus de cinéma que de BD. Et quand j'ai fait le premier film, ça a été une espèce de bonheur parce que je sortais un peu d'un autisme plus ou moins affirmé. J'étais obligé de communiquer avec des gens, travailler avec leur talent, travailler avec leur professionnalisme et leurs compétences. Et du coup, j'avais au cinéma, on dit souvent qu'on a un scénario qui est une lettre d'intention. On a un deuxième film qui est celui du tournage, où il ne se passe pas ce qu'on a écrit. Et le troisième qui est le montage. Et du coup, entre la lettre d'intention et le montage, il y a quand même des fois des énormes fossés. On a eu de très bons scénarios, vous avez eu de très mauvais films, et inversement. Mais il y avait une joie à chaque fois de reconstruire, de déconstruire au montage ce qu'on a tourné, de se dire que ça peut marcher dans un ordre ou dans un autre. Et c'est vrai qu'en revenant à la BD, je me disais que j'allais avoir une tranquillité parce que ce cocon de la création
chez soi et face à une table à dessin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement formidable. Enfin, c'est quelque chose d'unique. Mais je me disais, est-ce que je vais avoir ce plaisir de voir à la fois mon travail m'échapper et de me dire que j'ai voulu faire, enfin je parlais de ça parce qu'il y a ma fille quand petite, elle a recopié des dessins et elle était en train de recopier à 1 an et demi ou 2 ans une pomme et à la fin elle pose son crayon, elle fait oh une poire. Et en fait c'était ça que j'avais aimé dans le cinéma. Et je me disais, est-ce qu'on va refaire, est-ce que je vais retrouver ce plaisir-là? Est-ce que je vais retrouver ce plaisir de l'objet qui se transforme? Alors il se transforme évidemment quand on fait un storyboard, quand on fait un scénario, mais généralement on met au propre, on traverse dans les clous. Et j'avais peur que ça me manque. En fait, ce travail qu'on a fait en commun a été exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a vu sur une lettre d'intention, sur un découpage qu'on a envoyé à Sébastien Futuro, ben, on avait une lettre d'intention, on est resté avec le nombre de pages, mais à chaque fois qu'on se rencontrait, qu'on travaillait, on déstructurait ou on restructurait, et en fait on chamboulait notre travail. Et entre le début et la fin, moi je me suis retrouvé face à un livre que j'aime particulièrement parce que j'y ai participé, même parce qu'il y a David, et que j'ai l'impression qu'on a toujours bossé pour faire plus. La phrase de Black Edward, qu'il fallait faire plus, un gag, et je crois qu'on s'est motivés l'un et l'autre à aller plus loin dans nos délires. Enfin, dans nos délires ou dans nos gags, dans nos observations. De temps en temps, on disait est-ce qu'on va pas trop loin, donc je disais non. Du coup, on s'est permis ça. On a eu moins j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'autocensure parce que l'autre nous empêchait de l'avoir. Non ? C'était moderne. Mais c'était un peu moderne, c'est-à-dire que même les dialogues ont été réécrits une fois que les planches avaient été faites, c'est-à-dire que rien n'était... On n'a pas eu toutes les idées d'un coup. Non. Il a fallu plusieurs couches. On travaillait, alors on travaillait pas sur les places, mais le nombre de pages de préparation est considérable dans chacun des albums, ou même on refait pas mal d'images passées dans les voitures. C'était des séquences premières, on passe en plusieurs styles. Alors c'est une forme d'appropriation des personnages, et pour les sentir, les mâcher, les accompagner de sauces différentes, on va dire, pour finalement sentir quel est le goût de la bête vraiment, comment ils sont profondément, et qu'est-ce qui va être dégagé dans la saveur du produit, le produit, juste le produit. Donc il y a ajout, mais il y a aussi ces couches-là, mais il y a aussi un travail évidemment sur à contrario, de dégraissage, pour être précis. En fait, le but, c'était vraiment d'avoir un billet Opel et de savoir qu'on pouvait dériver, prendre un chemin, prendre une autoroute et à la fin se retrouver à la dernière page, bien sûr. Mais c'était vraiment un plaisir à chaque fois c'était pas de chambouler pour chambouler, parce que on a fait enfin, je le dis parce que c'est vrai que ça se sent peut-être pas, une fois qu'on l'a dit peut-être sur un code coloré, mais quand on a été à Palavas les Flots, on n'a pas été les seuls, il y a un autre conférencier qui est allé, et Palavas les Flots, mais on a été visiter le musée du goût, et on est naturellement, on connaissait tous les deux le travail, toi plus que moi d'ailleurs, et on était fascinés par la fraîcheur qui se dégageait de son dessin, de ses couleurs. Il y a quelque chose qui était à la frontière du vulgaire, et en même temps ça ne tombait jamais là-dedans, et c'était la fraîcheur qu'on portait en fait le morceau. Il y a une frontalité magnifique là, dans son travail. Et puis quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est dit que
pas de faire un même dessin, mais de confronter un peu nos deux écritures pour que ça frotte. On ait justement des graisses de traits, des façons de voir les corps qui soient différentes, mais qui soient un peu complémentaires, comme sur une plage où en effet il n'y a pas un physique qui est identique. Et puis le projet a avancé. On a trouvé, grâce à M. Schleger, un instrument commun, qui était le carbone pen. On a rebaptisé Boudorex, moi j'en avais un avec un tige d'Orelvo, différentiel sémilien. Et on a commencé à ancrer chacun de notre côté. Après on s'est aperçu que le mariage était plus facile à consommer quand on est ensemble que non. Et du coup on s'apercevait surtout qu'entre les deux sessions on réussissait à rien foutre l'un sans l'autre. Tout au moins ça grippait. On avançait moins, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la non-énergie. Et du coup, à chaque fois qu'on se retrouvait, le projet redémarrait. Et avec toujours cette idée de faire frotter un peu les dessins et d'opposer à la fois le froid et le chaud, c'est-à-dire, moi c'est le premier bouquin où je travaille avec une règle pour à la fois les bords de case, mais aussi les architectures extérieures. On voulait opposer vraiment et le compas. Je n'avais pas fait ça depuis le terminal quand j'ai raté mon bac domicile, etc. Mais c'était vraiment confronter le froid et le chaud, de mettre en avant la chair, parce que justement en face on avait des architectures droites et des arêtes parfaites. Et c'est vrai que du coup, en ça, a toujours associé le rond et le carré, quoi. Et donc, on voulait vraiment travailler, opposer non pas opposer, mais se compléter par nos différences. Et il s'avérait qu'à la fin, les trucs s'est tout mélangé. Et à vrai dire, sur certaines planches, on ne sait plus qui a ancré quoi. Parce qu'il y a des crayonnés qui ont été faits par David, que j'ai ancrés, et inversement. C'est-à-dire qu'il y a des planches où on était tellement dans une certaine urgence à chaque session, on se disait qu'on avait 15 jours, il y avait le mois de mai-juin qu'on a passé 4 semaines complètes à ancrer, à voir, travailler en même temps les couleurs et les dernières planches à ancrer. Il faisait chaud. Oui. Mais non, vas-y. Je ne sais plus ce que je disais. Concrètement, ça s'est passé de la manière suivante, c'est-à-dire que sur la plage, on a fait des croquis l'un et l'autre, parfois des mêmes personnes, mais pas toujours, pas avec forcément les mêmes focales, mais en tout cas, on savait ce que l'autre avait immédiatement. Et donc, ça c'était en été 2014. On a commencé à travailler, je pense, en septembre. Et en quelques sessions, on a improvisé le canevas en 4-5 sessions de 4-5 jours. Après, c'était le rythme général, l'intensité générale, le fil de la journée, déjà des choses comme ça qui sont décidées. Et puis ensuite, donc en intégrant dans ces endroits-là des morceaux, des parts de croquis qu'on avait l'un et l'autre déjà préparés, on va dire, un peu recopiés. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait avoir une version visible pour se mettre et puis voilà, commence à prendre la règle, quand c'est des cases droites. La grosse pour rendre visible la chose. Et surtout, on a fait chacun 5 pages. Et puis après, on les a interchangés, il me semble. Une fois que la chose était lisible, validée. Ensuite, on a à nouveau échangé toutes les cases pour passer à la version crayonnée. C'est-à-dire que les pages que tu avais mises au propre, en rough, ensuite, c'est moi qui ai fait une parenthèse. Oui, je ne sais plus dans quel donc, finalement, pendant tout le processus, dessiner l'un et l'autre ce que l'un et l'autre avaient fait. Donc, on connaissait la totalité
grâce à tout de vrai. On essayait surtout que sur chaque page, il y en a peut-être deux au début, où en effet il n'y a plus d'intervention, mais on essayait que sur chaque page il y ait les deux et des personnages à faire, un avant-plan, un arrière-plan, ou un des deux. On a vu les cyclistes où en effet il y en a un qui s'est tapé le gars, l'autre la fille. Sur le marché, c'était. Je ne sais plus qui avait le rôle. Alors, on a fait le crayonné fait, ça c'est le crayonné, je crois. Et on a fait une session où on s'est partagé le casting. Alors, on a même un document en souvenir qui est parti. Moi, je me fais jamais. Je prends Jacques, tout ça comme ça, donc ça part, Pascal Perrault. Et j'ai pris Orange. C'est sûr? Oui. Bon, moi j'en fais rouge. Donc c'est moyen. Et donc on a avancé comme ça. Donc c'était à la fois, c'était toujours essayer de frotter un peu les choses, si bien que il y avait un dyslexique dans le groupe, c'était moi, c'est moi qui suis tapé le lettrage. Donc on a eu droit à 4 correcteurs pour arriver à une version visible que vous avez dans vos mains. Il y en a plus de tout. Mais c'était vraiment de... Enfin, le lettrage c'est accessoire, même si moi je suis pour un lettrage manuel, mais c'était vraiment mélanger les trucs et que l'un et l'autre on soit dans tout. Vous avez peut-être des questions pour les couleurs? Alors pour les couleurs, c'est plus David qui s'en est chargé. Il connaît, enfin, moi je suis un peu un handicapé de Photoshop. En panne? Ouais, le mien était en panne, mais il avait déjà tout tenté sur, enfin, pas tout tenté, mais tu avais quand même une grosse expérience sur Rebetiko, un peu moins sur le look, parce que c'était que des couleurs de. Mais on avait fait, la couleur, on la pensait en fait autrement dès le départ. On pensait des taches. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait tous les noirs et blancs avec des gris. On pensait en lumière et on se disait on mettra une tache sur les maillots de bain, on mettra un petit peu de temps en temps pour assumer presque une 2D et se dire que l'œil allait se balader à travers ces taches de couleurs. Et naturellement, on est encore arrivé à un endroit où on ne pensait pas arriver. Pour vous dire, on a acheté du papier, tout était fait sur du papier d'ancrage, sur du papier LVI, parce qu'il fallait travailler par transparence et on n'avait pas de table lumineuse, enfin j'avais pas de table lumineuse, et j'en ai acheté une. Et on a continué à travailler sur de l'IU, donc c'est pas un papier très agréable. Alors voilà, il y a des blocages comme ça, des obsessions et tout. Et de même, on n'a pas dévié, c'est le dyslexique qui devait faire l'ancrage, le lettrage. C'est la même chose pour le gris en fait. On s'est rendu compte que avec Photoshop, c'est jamais facile d'avoir cette teinte là. Derrière, ça peut être. Ça peut faire ça. Les russes, du coloré, mais pas toujours. Mais c'est pareil, quand on est passé à la couleur, il n'y avait pas de règle, on ne savait pas trop où aller. C'était qu'est-ce que pouvait raconter, qu'est-ce que pouvait apporter la couleur en dehors de la lumière et des taches colorées. Et on s'est dit que ça pouvait justement, on pouvait remettre une deuxième couche d'histoire, c'est-à-dire s'en servir aussi. Donc il y a quelqu'un qui se balade avec 3 étapes de bronzage. Il a enlevé d'abord le t-shirt et il a enlevé après le Marcel. Donc on se retrouve avec c'était des petits détails comme ça qui nous suffisent peut-être. La couleur des bouées. La frustration qu'on a eue, c'est le fluo et ces putains de couleurs RGB qui ne passent pas en CMJE, qui fait qu'on n'est pas aussi vif qu'on aurait voulu l'être. Où il y a des couleurs qui ne sortent pas, les violets, les bruns. Il y a vraiment des teintes qui piquent les yeux quoi, à la plage, dans les stations moyennes, et ça, un peu. Vraiment d'ajouter une couleur. Mais c'est vrai que la couleur là-dessus amène quelque chose qui est en dehors de l'ambiance, qui est même l'avancée de la journée, où en effet les teintes
commence à évoluer avec la baisse pas la baisse du jour, mais simplement le changement d'ambiance. Donc on a démarré surtout le matin, on a fini vers les 9-10 heures du soir, enfin dans l'histoire, avec justement le soleil qui se couche et des teintes qui sont plus chaudes qu'à une période. C'est essayer vraiment que ça nous ramène autre chose, ça nous emmène ailleurs. Donc de temps en temps la couleur était narrative, de temps en temps elle était illustrative. Il n'y avait pas encore une fois de règle. La continuité de la courbe du soleil aussi. Ouais. En fait, une question d'ombre.